En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous à Bouteville. Et où à Bouteville ? Eh bien dans l'endroit qui fait l'événement, puisqu'il est ouvert depuis hier. Nous enregistrons le 2 avril et hier c'était le 1er avril. Ça n'était pas un poisson d'avril et nous nageons quand même en plein bonheur parce qu'il y a la résurrection de ce château qui a ouvert déjà l'an passé, mais la saison 2025 que nous ouvrons, eh bien c'est au château de Bouteville. Et j'ai avec moi le président du Grand Cognac, maire de Bourg-Charentes, et qui nous accompagne parfois dans nos émissions dans cette belle région de Cognac. C'est bien sûr Monsieur Jérôme Sorisseau. Monsieur Jérôme Sorisseau, bonjour. Bonjour. Alors là, nous venons de passer la porte. Que passent les gens qui viennent visiter le château avec l'accueil et deux charmantes hôtesses derrière le comptoir ? Exactement, c'était un des objectifs des élus, en rénovant ce château l'année dernière, eh bien qu'il redevienne ouvert à tout public et qui contribue comme ça à l'attractivité touristique de la région. On sait que les gens viennent à Cognac en général pour une maison de cognac, et c'est notre tête de gondole, comme je dis souvent, et c'est bien légitime. Mais si on veut garder les familles plusieurs jours, il faut qu'on ait une offre touristique diversifiée, et évidemment les châteaux en général plaisent bien au public familial. Bien, alors vous avez dressé le décor pour le public qui va venir visiter ce château. On peut dire quand même les heures d'ouverture, les jours, un peu rapidement, malgré tout ? Oui, alors là, vous allez me poser une colle dans la précision, mais j'inviterai tout le monde à aller voir sur le site internet, évidemment. Mais en gros, c'est ouvert tous les jours. Alors, moyenne saison, là, comme on commence. Pleine saison, en juillet, août, évidemment, encore ouvert davantage. Et puis surtout aussi un programme d'animation qui va se dérouler tout l'été. Notamment, je pense aux Trois Coups de Jarnac, qui aura encore une pièce de théâtre cet été et qui se déroulera dans la cour du château. Et un ensemble de choses qui vont être communiquées au fur et à mesure de ce qui va être proposé. On aura des journées spéciales, notamment sur l'archéologie, puisqu'on aura l'occasion dans l'émission, j'imagine, d'y revenir, puisque c'est un site où on va fouiller pendant des dizaines d'années probablement, et donc d'expliquer le métier d'archéologue. Bref, l'idée c'est que ça vive tout l'été et avec des nouveautés pour que les personnes qui sont déjà venues l'année dernière aient eu envie de revenir cette année pour découvrir des choses un peu nouvelles. Très bien, alors si on parle plus largement, effectivement, je vois qu'on aime bien les fouilles au Grand Cognac, parce qu'il y en a chez vous à Bourg-Charentes, notamment dans le cimetière. J'ai lu ça dans la presse. Ici, il y a aussi tout un travail qui va se poursuivre. Donc c'est vraiment une volonté de coller à l'histoire et de cette histoire d'en faire un plus pour les gens qui viennent dans la région. Et je suppose que les hôteliers, les chambres d'hôtes, etc., tous les commerçants sont ravis. Tout à fait. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, pour faire les travaux que nous avons réalisés, qui ont donné lieu à l'ouverture l'année dernière, la DRAC, le service régional des affaires culturelles, nous a imposé évidemment des fouilles préventives. C'est-à-dire que comme on avait des travaux à faire dans la cour notamment, il fallait faire un diagnostic de ce qu'il y avait dessous. Et là, les découvertes ont été fabuleuses. Alors fabuleuses dans la cour, on s'y attendait un petit peu, mais ça a été au-delà de nos espérances. Mais fabuleuses aussi à l'extérieur, puisqu'on a retrouvé une barbacane sur le côté sud du château, que personne n'avait imaginé, qu'il y avait un monticule, voilà, un peu plus, un promontoire, quelque chose de plus élevé, mais on n'imaginait pas qu'il y avait quelque chose dessous. Et puis on a retrouvé aussi également les fondations d'une très grande tour ronde juste à l'entrée à côté, les remparts aussi qui faisaient le tour du site. Donc on s'est aperçu en fait d'une richesse, on pouvait le supposer, mais on l'a vraiment confirmé. Et du coup, l'agglomération a choisi de se lancer dans ce qu'on appelle des opérations de fouilles programmées, c'est-à-dire que tous les ans, pendant 4 semaines, on a des étudiants qui viennent sous l'autorité d'un chercheur reconnu et émérite fouiller un secteur pendant un mois pour voir un petit peu augmenter les connaissances que nous avons sur le site. On a commencé l'année dernière. Il y en a pour probablement 10, 15, 20 ans, puisque c'est un site très riche. On aura l'occasion d'y revenir en parcourant son histoire. Et c'est quelque chose, ces fouilles-là, qui, là aussi, intéressent beaucoup le public. Ils aiment beaucoup venir voir des personnes, comprendre les techniques, comment on imagine qu'un petit bout de céramique de 2 cm sur 2 nous permet de savoir quelle date de telle époque, etc. C'est toujours assez passionnant. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille ces chercheurs tous les ans. Alors du préventif, on est passé au pérenne et c'est carrément une action. Et maintenant, c'est une action, effectivement, qui va continuer, un petit peu comme les dinosaures, qui sont à 2 pas d'ici, où tous les ans, depuis maintenant presque 15 ans, il y a des fouilles. Et je pense que le château va s'inscrire dans cette démarche-là, tous les ans, d'avoir une campagne de fouilles et puis alors, avec la stratégie de l'agglomération derrière, c'est-à-dire que quand quelque chose sera vraiment mis au goût du jour, vraiment exploitable, ben nous, on transformera l'essai pour que demain, ça puisse se visiter dans le circuit de visite avec un panneau de médiation, avec des informations nécessaires, mais que petit à petit, ça agrémente toutes les visites qui peuvent se faire au château.
Bien, que d'histoire autour du Grand Cognac et autour de Bourg-Charentes, puisque vous êtes l'auteur du texte du spectacle sur l'histoire du cognac que vous produisez l'été à Bourg-Charentes. Donc là, on revient sur notre château de Bouteville. Alors, quand on va déambuler, c'est ce que nous allons faire comme si nous étions du public qui vient visiter et découvrir l'endroit. Qu'est-ce qui se passe? On refait l'histoire? On va peut-être avancer dans la bâtisse? Tout à fait. Alors en fait, ce qu'on appelle le N-1, nous, c'est-à-dire ce niveau-là, est une succession de salles. Et nous avons choisi avec les scénographes qui ont été retenus par l'agglomération, des scénographes de grande qualité. On est très heureux et très satisfaits de leurs prestations. Vous allez voir de redécouvrir en fait l'histoire du château sous des angles complètement différents et je dirais assez originaux. Alors là, c'est pas le plus original parce qu'on est dans la première pièce qui permet à la fois, grâce à cette table un peu interactive, de se resituer le site de Bouteville dans son environnement. Donc on a autour des histoires, le chemin Boisné, puisque première trace à l'occupation romaine, le chemin Boisné passe à 2 pas de ce site-là. Les raids vikings, on a le fleuve Charente à 2 pas, on est sur un promontoire, on peut défendre. Donc ce site a sûrement eu cette fonction-là. Richard Cœur de Lion, les guerres de religion jusqu'à la Révolution française, on y reviendra au cours de l'histoire. Mais on va permettre aux visiteurs de commencer à comprendre qu'on est sur un site à plus de 2000 ans d'histoire. C'est une petite montagne dans un océan de vignes, comme je dis aujourd'hui. Et donc, on a une visibilité très importante sur toutes les faces. Et donc, on imagine le point stratégique que cela pouvait représenter au cours des siècles, d'où son occupation permanente. Alors j'allais dire que c'est comme un grand lit, ce dont vous nous parlez, posé au milieu de la salle voûtée, ici, avec tout autour des possibilités d'aller de la Révolution française aux Vikings et, comme vous disiez, à ce chemin romain. Et j'ai souvent vu des maquettes stylisées comme ça au sol, un peu surélevées, mais là, elle est très interactive. Voilà, vous êtes en train d'appuyer sur un bouton et ça s'anime et on voit... ce n'est plus une image fixe, voilà, on entend tout de suite. Voilà. Alors ce château, il faut le dire, il y a eu des moments difficiles pour lui. Il a été très choyé à l'époque de François Ier. Il y a le Prince Noir, il y a tout ça. Et puis il est démantelé à la Révolution en partie. Et vous le trouvez dans quel état lorsque, avec les élus, vous décidez de le remettre en vie? Alors en fait, effectivement, c'est une succession de périodes flamboyantes et de périodes de ruines en fait. Et alors là justement, c'est une très bonne transition. On se retrouve dans cette salle qui est un peu originale, où autour d'une table, les scénographes ont choisi de faire parler 4 personnages illustres qui ont eu un rôle clé dans l'architecture du château. On y retrouve le comte d'Artois, on y retrouve Béon de Massé, qui a été une période assez importante sur ce château. Et puis on y retrouve aussi le dernier propriétaire qui l'a vendu en pierre, en fait en carrière de pierre. Et donc, si j'appuyais sur le bouton, on aurait un dialogue entre ces 4 sur tout ce qu'ils pensaient du château de Bouteville et avec un anachronisme assumé, d'un dialogue qui a été imaginé entre ces 4 personnages importants. Alors effectivement, le château, comme beaucoup de châteaux ici en Charente, une période médiévale de défense, quelque chose de très soutenu, c'est ce qu'on a trouvé avec le donjon historique. Et puis la guerre de 100 ans qui amène à une destruction très importante du site, comme d'autres châteaux, comme le château de Bourg-Charentes dans le secteur, comme le château de Jarnac à l'époque. Et on arrive à la période ensuite de Hautefort, puis Béon du Massé, qui vont reconstruire un château style Renaissance, un petit peu comme on le connaît aujourd'hui. Alors, je vous fais court, parce que dans l'émission, je ne vous fais pas la leçon d'histoire, et moi-même, j'aurais appelé des experts, mais on va avoir une succession comme ça, à l'issue de la guerre de religion, d'une volonté de reconstruire ce château dans une période où on est moins sur un château de défense, mais un château un peu d'apparat, et donc là, on va commencer à avoir des décorations. Et tout cela va continuer jusqu'à la Révolution française. En 1787, le comte d'Artois est le dernier à lancer une rénovation sur ce château, avec beaucoup de sculptures, beaucoup d'agréments pour le décorer. Et puis la Révolution française arrivera. Et là, on retombera dans une période qui va se terminer à la fin du 19e siècle par la vente du château en pièces détachées, quoi. Bien, alors là, vous nous avez brossé le tableau général, et j'avoue que là aussi, on est passé, j'allais dire, de cette table d'explication interactive pratiquement à ces personnages. Alors pour décrire pour la radio, comment dire, ils sont avec nous, ils sont grandeur nature, mais ils sont enfermés dans leur boîte, dans leurs écrans, et vous les faites dialoguer autour de la table, et je trouve ce procédé sans doute qui doit être utilisé ailleurs. Moi, c'est la première fois que je le vois, c'est une belle découverte, et parce que ça la rend très vivante, en fait.
Exactement, c'est vraiment le choix qui a été fait. Ils sont assis autour d'une table. Il y a plusieurs siècles qui les séparent entre le plus récent et le plus ancien. Et chacun va exprimer ce qu'il ressent, ce que représente le château de Bouteville pour lui. Et donc c'est une présentation assez originale et qui permet comme ça, de façon assez ludique et pédagogique, de comprendre en fait ce qui s'est passé au cours des siècles. Comme quoi un château est aussi un instrument de communication. Exactement, c'est un bon moyen d'apporter des éléments de connaissance historique. Et je dirais, c'est parce qu'on sait d'où on vient qu'on sait mieux où on va, comme dit l'expression. Voilà, c'est parce qu'on connaît ses racines et qu'on peut avancer sur tous les terrains, j'allais dire. Quand je disais outil de communication, ça veut dire que ceux qui le construisent, ils ont une petite idée derrière la tête. Évidemment, il y a une posture, une position, et puis on est à la Révolution, et là, on a complètement changé. C'est ça que je voudrais dire, c'est qu'on change d'idée, puisqu'on n'y voit plus qu'un tas de pierres, finalement. Et ce tas de pierres, c'est pour son plus grand malheur, entre guillemets. Et aujourd'hui, il est aussi un système de communication pour le Grand Cognac, pour les élus locaux et la population qui doit s'enorgueillir de retrouver cet endroit. Exactement. On a voulu de ce château qui a été... alors je parle un petit peu plus fort parce qu'on a évidemment une bande sonore qui passe derrière. On a voulu de ce château que ça soit un lieu emblématique de l'agglomération pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il reflète complètement les 2000 ans d'histoire du pays du Cognac. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On a un paysage sur les vignes qui est vraiment identitaire de notre territoire de Grand Cognac. Et du coup, ça devient un lieu d'attractivité, un lieu de rayonnement, un lieu touristique. Et c'est pour ça que les élus, à la quasi-unanimité, se sont engagés dans ces travaux de rénovation qui ont conduit à cette deuxième étape en fait, dans le processus de rénovation. Et on est en train de travailler sur la troisième étape. Et il y en aura forcément pendant de nombreuses années, probablement. Le travail de rénovation, évidemment, a été lancé par l'agglomération en lien avec les services des affaires culturelles, évidemment. Comme c'est un bâtiment classé, évidemment, ils sont partie prenante du projet. Donc tout ça a été co-construit avec l'architecte Donnement, un Charentais, sur ce premier projet. Sur la scénographie, c'est un appel d'offres qui a été lancé. C'est une équipe la mieux disante, comme on dit, c'est-à-dire qu'avec une offre intéressante et à un prix raisonnable, voilà, qui a été retenue. Et c'est vrai que vraiment, on peut louer leur travail. Ça a été très satisfaisant. Puisqu'on a des esprits complètement différents. On voulait pas être dans un musée, un château, une visite complètement classique, parce qu'on n'a pas de mobilier, on n'a pas de costume, on n'a pas d'armes, on n'a pas tout ce stock-là qu'on peut trouver dans des châteaux. Donc il fallait trouver un autre chemin, une autre voie, et c'est ce qu'ils ont parfaitement bien réalisé. Après, nous passons dans une pièce où là, l'idée c'était de dire... pourquoi on en arrive là au niveau du château? Parce que son passé historique, on le connaît jusqu'à la période où il était carrière de pierre. Et là, dans cette pièce-là, on a voulu montrer tout l'engagement. Parce qu'en gros, quelle est la situation de ce château quand on est au milieu du XXe siècle? C'est un château qui est abandonné, donc on a des photos où le lierre a gagné tous les murs, les toitures se sont effondrées, des morceaux de murs se sont effondrés, et puis il y a une équipe municipale pilotée par son maire, Jacques Idelias, qui ne veut pas se résoudre à laisser ce château tomber en ruine. Donc, il mobilise bénévolement des habitants de la commune pour faire des opérations d'éliérage, nettoyage de temps en temps le samedi, qui se termine par un bon moment convivial. Et les gens viennent bénévolement essayer de faire l'entretien de ce château qui alors appartient à un propriétaire qui n'y trouve pas grand intérêt mais qui ne veut pas s'en séparer. Et puis ça dure quelques années comme ça et le maire ne lâche pas cette relation avec ce propriétaire pour dire tout l'intérêt du château, etc., etc. Et puis un jour, alors qu'il pense venir signer une convention, un bail ou quelque chose qui permettrait à la commune de commencer à envisager sa résurrection, eh bien en fait le propriétaire vient et puis fait don carrément du château à la commune. Alors là, une nouvelle histoire naît. S'il en fait don, c'est aussi une reconnaissance à tous ces bénévoles qui sont venus pendant plusieurs années travailler. Et donc, la commune de Bouteville, évidemment, toute petite commune, n'a pas les moyens de le rénover. Elle décide de le transférer à la communauté de communes de Châteauneuf à l'époque, qui fait quelques premiers travaux, parce que c'est une communauté aussi aux moyens assez limités. Et puis, partager, c'est toujours un débat d'entretenir du patrimoine comme ça, etc. Donc, elle fait quelques travaux qui permettent de préserver notamment la couverture de la grande salle, de refaire les fenêtres de la grande salle, etc. Et puis en 2017, création de l'agglomération de Grand Cognac. Donc le château est transféré en propriété à l'agglomération. Des sentiments partagés. Je pense même à un élu qui dit pourquoi pas le vendre à des Azerbaïdjanais comme ça s'est fait au Chemonnet, des choses comme ça. Et puis moi, à titre personnel, non. Et parce que ce château ici,
Tous les habitants y sont attachés parce que pendant longtemps, en fait, il était ouvert à tout le monde. Et moi, quand j'étais gamin, en famille, le dimanche, après un repas de famille, qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, on va aller se promener au château de Bouteville et on déambulait dans les granges, dans les ruines du château de Bouteville. Donc tout le monde y est attaché. Et on l'a vraiment ressenti à la journée d'inauguration l'année dernière où on a été débordé par les milliers de personnes qui sont venues. Et donc, du moment où c'était à l'agglomération, le sujet que j'ai dit, moi, pour convaincre les élus, il faut qu'on puisse l'utiliser. On ne va pas faire qu'un musée. Donc, on rénove cette grande salle pour pouvoir la louer. On va y venir tout à l'heure, on va y aller pour des mariages, pour des séminaires, pour tout un tas d'actions. Bon, du moment où il fallait une salle comme ça, il fallait un office pour qu'un traiteur puisse venir, il fallait une galerie entre les deux, et puis il fallait un lieu quand même où on visite quelque chose d'historique. Et c'est comme ça qu'on a défini progressivement tout ce programme de rénovation qui s'est clôturé par l'inauguration de l'année dernière. Et donc là, dans cette salle, en fait, on voit le château à différentes époques, quasiment abandonné, et puis progressivement rénové, et on voit au fur et à mesure jusqu'à l'aboutissement d'aujourd'hui. Quand vous dites quasiment abandonné, il est abandonné. Les fenêtres ont des étais, certaines tours rondes sont cerclées de fer pour ne pas qu'elles s'écroulent. Et là, on a une maquette devant nous du château à l'heure actuelle, avec cette grande verrière qui a été installée pour relier deux corps de bâtiments. Tout a été restauré, les toitures, etc. Et c'est un travail splendide. Donc là, on va monter ce grand escalier. Et il y a également la cheminée qui est au château de Bourg-Charentes, qui était ici. J'en profite pendant qu'on monte les marches pour rendre hommage au sculpteur Marc Deligny, qui est un Charentais qui habite à Tusson, que nous avons eu la joie d'interviewer déjà, et qui a resculpté cette cheminée pour qu'elle retrouve sa place dans cet endroit. Oui, alors là, clairement, c'est la cerise sur le gâteau, parce que c'est un rêve. Alors le maire de Bouteville avait ce rêve, de remettre cette cheminée. Alors d'abord, heureusement que la maison Pélisson, parce qu'à l'époque c'était la maison Pélisson qui était propriétaire du château de Bourg, a eu la très bonne idée d'acheter cette cheminée. Parce qu'en fait, il y en avait au moins trois terminés dans ce château, et les autres ont disparu. Et si un Charentais ne l'avait pas acheté, on n'en aurait pas retrouvé trace. Alors on avait quelques dessins, quelques croquis, mais on n'aurait pas retrouvé la trace. Là, grâce à la présence à Bourg-Charentes, on avait cette cheminée-là. Et dans nos rêves de refaire cette cheminée, en fait, le groupe Campari, qui est propriétaire de Marny-l'Apostole, a choisi, sous forme de mécénat, intégralement, de financer entièrement la reconstruction d'une cheminée à l'identique, qui évidemment, dans cette grande salle, lui confère un côté majestueux, incroyable, qui change complètement la salle. Donc là, vraiment, c'était le comble du bonheur pour nous tous, quoi. Alors finalement, c'était une bonne idée que, d'un malheur de l'avoir démontée d'ici pour la remonter ailleurs, on ait pu, grâce à ça, la conserver. Exactement. Sans ça, il aurait été possible, on avait quelques croquis de le recomposer, mais là, en fait, le sculpteur a fait des moulages sur celle de Bourg-Charentes pour refaire ses pièces et la reconstruire ici. Donc, en fait, voilà, heureusement qu'il y a des acheteurs locaux qui sont venus se servir en circuit court, je dirais avec les termes d'aujourd'hui, et donc on l'a à proximité. Alors, tout le choix du sol, des peintures et ce plafond en chêne qui a été refait à l'identique, il n'y avait pas du tout donc avec ces poutres maîtresses absolument gigantesques, tout cela a été refait rigoureusement dans les règles de l'art de l'époque. Les couleurs sont les couleurs de l'époque, donc il y a eu une volonté vraiment scrupuleuse de se remettre dans l'atmosphère telle qu'elle pouvait être. Alors aujourd'hui, c'est une salle, c'est la salle maîtresse évidemment, qui peut se louer pour des mariages, pour des séminaires. On est très sollicité pour des réunions, etc. Parce qu'évidemment, on a un cadre magnifique. On a une terrasse. Alors aujourd'hui, le temps est un petit peu moins propice, mais on a une très belle terrasse sur le côté qui permet de profiter du paysage. Et puis, on est à 2 pas de l'aile vitrée où on va aller, j'imagine maintenant. Donc tout ça confère un univers, un espace qui est assez agréable et donc que nous louons bien volontiers à tous ceux qui le souhaitent. Alors il y a aussi la zone technique sans doute. Vous parliez tout à l'heure de traiteurs. Donc pour les traiteurs, il faut des cuisines ou en tout cas des endroits pour réchauffer dans les règles de l'art et dans les règles de l'hygiène les choses. Où est-ce que vous avez construit ça? Et bien alors en fait, c'est un peu ça qui nous a amené à cette verrière. En fait, on avait cette salle, qui est grande, mais qui n'est pas non plus d'une salle extrêmement grande, et sans autre dégagement possible. Et évidemment, pour accueillir du public, un traiteur, comme vous le disiez, il faut un office, il faut pouvoir avoir ces espaces-là, mais même des toilettes pour le public, etc. Donc, les seuls espaces disponibles étaient forcément l'aile ouest, et entre les deux, il n'y avait pas de liaison.
Et la liaison était indispensable. Et c'est cette réflexion qui a conduit à construire cette verrière de liaison entre les deux, qui fait une salle, là aussi, qui peut servir pour des cocktails ou je ne sais quel événement, parce qu'on a une vue là sur ces vallons de vignes qui sont absolument. Cette vue est absolument magnifique. L'ensemble du château peut être privatisé, hein, aussi, c'est quelque chose qui est important. L'idée, c'est progressivement d'avoir un site qui va être de plus en plus vivant, à la fois par les découvertes qu'on va continuer à faire, de leur valorisation, mais aussi par un ensemble d'animations, y compris d'animations médiévales, tous ces spectacles qui plaisent au grand public. Donc on y va étape par étape, hein, puisque voilà, l'objectif de l'agglomération, ce que j'ai promis aux élus, c'est que les visites, les locations doivent permettre de financer le fonctionnement de ce site. Voilà, l'investissement, il est fait. On a été très très bien accompagné par l'État, par le conseil régional, le conseil départemental. Voilà, tout le monde nous a beaucoup aidé pour rénover ce château, signe qu'il y avait un intérêt et un engagement fort. On a aussi eu du mécénat de particuliers qui ont donné des fois parfois 20 euros, mais qui voulaient en être de cette aventure-là. Et je pense que nous allons continuer à l'écrire et dans 15-20 ans, ça sera un site qui pourrait être digne des grands lieux de visite, alors à la proportion de la Charente bien sûr, mais des grands lieux de visite de la région Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, merci. Eh bien, on va souhaiter longue vie au château de Bouteville. Merci, Monsieur le Président Jérôme Sourisseau. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous. Eh bien, c'est moi qui vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt à Bouteville. À bientôt.